bonjour. Salut, salut. J'ai baissé un peu le son. C'est un son d'il y a 100 ans. Twitch, on est sympa avec vous. Regardez, on a mis du son d'il y a 100 ans. Voilà, voilà. Bienvenue du coup dans le 5e épisode de notre chronologie des femmes artistes qu'on a commencé donc il y a pas mal de temps, ça commence à avancer. On part toujours sur les mêmes bases, hein. On fait 5 minutes de petit récap sur ce qu'on a déjà fait. Donc on fait une chronologie des femmes artistes en se basant sur notre connaissance de l'histoire de l'art et des noms d'artistes au tout départ qu'on avait en tête. Donc il y en a eu très peu, qu'on a placé sur une frise chronologique et qu'on a alimenté au fur et à mesure avec les choses qu'on a trouvées, les noms qu'on a trouvés, soit en faisant des allers-retours avec des noms qu'on trouvait déjà sur les fiches Wikipédia, qui étaient liés, on va dire, à l'artiste de base et qui nous ont permis de naviguer à travers les époques. Donc on a pour le moment une frise qui commence en 1750 avec la première artiste qui est Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était la portraitiste officielle de Marie-Antoinette. Oui. Et on finit la frise avec Niki de Saint-Phal et Delia Derbyshire. Niki de Saint-Phal qui démarre aussi le mouvement du nouveau réalisme. Elle faisait partie du nouveau réalisme. Alors attendez, excusez-moi, ça bug le son. Je vais changer de son. Oui, excuse-moi. Et Delia Derbyshire qui était la première artiste, musicienne et compositrice qui a initié nos lives avec, qu'on avait mis en musique et qui se retrouve des fois dans quelques lives en musique de fond. Parce que c'est une bonne musique de fond que Twitch ne nous embête pas avec, donc on aime bien vous le remettre de temps en temps. On va sans doute la remettre parce que j'ai l'impression que Internet Archive fait bugger toutes les archives jazz qu'on a. Donc on va voir si ça fonctionne, mais si ça rebug, je coupe. Voilà, donc après pour la frise, donc on a tout le plus haut l'année, en dessous le nom des artistes dont on a pris comme point de départ de carrière cette année-là. Donc quand on dit point de départ de carrière, pour nous, ça veut dire première exposition ou première œuvre acceptée en salon de manière déclarée. C'est-à-dire que c'est le point qu'on s'est donné pour essayer de fixer un petit peu un repère dans certaines carrières qui sont plus soit longues, soit qui ont commencé très jeunes, ou voilà, il y a des parcours assez complexes. Donc on traverse les époques, on traverse les courants artistiques. On a une représentation pour le moment d'artistes plutôt européennes, mais on est allé la semaine dernière un petit peu en Russie, un petit peu en Ukraine, on est allé aussi un tout petit peu en Amérique du Sud, pas la semaine dernière mais avant. Donc voilà, mais on a surtout des artistes dans les artistes ukrainiennes et russes, qui sont des artistes qui sont venus s'installer à Paris ou en France dans les années l'entre-deux-guerres ou cette période-là. Et on a un moment assez chargé au niveau de la frise, avec au niveau des temporalités, de la manière dont les espacements sont créés. Pour l'instant, c'est fait un petit peu à la louche, c'est-à-dire qu'on fait rentrer les noms des artistes. Des fois, on étend des périodes pour pouvoir caser tout le monde. Pour l'instant, voilà, on a décidé de rester sur ça pour pas s'embêter outre mesure. Donc on a en fait donc la période entre 1930 et ouais, c'est ça, la grosse période 1900-1930, où on a pas mal d'artistes voilà, qui sont très, très proches au niveau de leurs années de monstration. Voilà. Et donc, encore, bon, après pour finir, en dessous, du coup, dans les bandes blanches, vous avez
les mouvements un petit peu artistiques qui peuvent se rattacher, enfin auxquels on peut rattacher les artistes qu'on a mis au-dessus. Voilà. Et pour conclure, comme on dit à chaque fois, on fait un travail d'exploration plutôt à travers des sources qui sont assez simple, c'est-à-dire qu'on tape le nom de l'artiste, souvent on va d'abord sur la fiche Wikipédia, on utilise Wikimedia aussi pour regarder, si on n'a pas assez de choses qu'on veut compléter, voilà, ça arrive qu'on aille sur d'autres sites, qu'on tape une recherche par image pour essayer de regarder un petit peu, et voilà, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle artiste, on prend un peu de temps pour lire un petit peu sa biographie, essayer de trouver qu'est-ce qui a fait son parcours, à quel moment elle a été visible ou rendue visible, et donc comprendre un peu son travail plastiquement, voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc du coup, on a pas mal d'onglets qui sont encore ouverts, puisque comme je vous ai dit, en fait, on part des pages Wikipédia, donc il y a des moments en fait où on se retrouve, par exemple, sur la fiche Wikipédia d'un mouvement, et en fait, en bas des pages, souvent, il y a écrit les artistes qui ont marqué le mouvement, et des fois même par pays. Donc on s'est amusé, quand on avait des listes comme ça, à ouvrir tous les noms d'artistes femmes et de regarder, de découvrir qui elles étaient. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut dire que Les biais. Les Oui, biais, les t'as biais, parlé de Wikipédia, de Wikimedia, on n'est pas non plus historien, donc on essaie de faire ce qui est écrit et partagé populairement, on va dire. Et du coup, on fait pas de lecture spécifique pour l'instant du moins, d'histoire de femmes artistes. Mais voilà, il y a ça. Peut-être qu'on peut rajouter qu'on a un biais en plus sur le fait qu'on dit femme artiste aussi, mais qu'on prend dans la manière dont elles sont présentées dans Wikipédia. Euh, voilà. Donc je pense qu'on peut commencer. On avait fait deux, trois petites notes en plus des onglets. On avait fait deux, trois petites notes qui se retrouvent juste au-dessus. On avait justement fait des catégories musiciennes et architectes parce qu'on n'était pas sûr si on prenait aussi cette position-là de préciser toutes les artistes à travers tous les styles. Du coup, il y a le biais qu'on a gardé pour l'instant qui est celui qui est des artistes visuels principalement, donc de l'art plastique en fait presque. Oui, c'est ça, la peinture, sculpture, dessin, photographie, gravure, illustration. Voilà, on n'a pas sélectionné pour l'instant la catégorie qu'on appelle aujourd'hui installation ou installation multimédia, puisque c'est plutôt récent. Enfin, c'est des choses qui sont apparues, en tout cas qui ont marqué un tournant artistique plutôt dans les fins des années 60, début des années 70. Et l'idée, c'était aussi qu'on puisse revoir en fait notre histoire de l'art par un prisme féminin, et donc plutôt d'aller dans des choses très très connues. Enfin voilà, on a pu balayer des périodes comme l'impressionnisme, comme l'art abstrait, etc., où on a beaucoup de modèles masculins qui ont marqué l'histoire d'un mouvement ou qui sont historiquement reconnus comme les lanceurs du mouvement, enfin les personnes qui ont initié les choses. Donc voilà, on essaye de repasser par là. Donc on n'a pas pour l'instant inclus des artistes dits contemporaines, pour une seule raison aussi, c'est que en fait on est plus proche de la période contemporaine forcément, et donc c'est plus simple de pouvoir trouver des femmes artistes qui sont actives en ce moment, ou dont on a pu voir des expositions pendant leur vie, etc. Enfin, c'est des choses qui nous semblaient plus accessibles, et l'idée c'était qu'on puisse aussi s'amuser à découvrir
des styles ou des artistes qu'on connaissait pas du tout. Et ce qui est aussi assez drôle, c'est qu'on s'est retrouvés à des moments face à des peintures surtout qu'on avait déjà vues, qui nous rappelaient, enfin qu'on s'est dit tiens c'est bizarre, on a déjà vu ce truc-là, et que en fait du coup on a plutôt fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a plongé dans le travail d'une artiste en découvrant l'artiste, mais on connaissait déjà sa peinture. Donc voilà. Du coup, donc, dans les petites notes, on a des artistes, on a aussi des groupes comme l'École de Paris et Die Brücke qu'on s'est notés pour y revenir quand, voilà, un moment, là on a pas mal d'onglets encore à revisiter. Mais voilà, pour se pencher aussi après sur des histoires un peu plus précises. Voilà, donc on peut peut-être commencer à re-regarder nos onglets ouverts pour voir ce qu'on a. Oui. Alors, du coup, je vous explique pour celles et ceux qui n'étaient pas là comment ça va se passer. Je vais enlever la frise de temps en temps tant qu'on n'a pas de modification à faire dessus. Et on va rester sur Wikipédia pour pouvoir checker tout ce qu'on a besoin de chercher. Donc là, on va voir disparaître la frise et on revient dessus tout à l'heure. Je pense qu'on va pas commencer avec un mouvement, parce que là c'est le primitivisme, donc ça c'est ce qu'on avait sorti la dernière fois. J'ai ouvert bêtement tous les onglets qu'on avait sortis la dernière fois. Du coup, là l'idée c'est que tout va recharger, bien entendu, si c'est possible, merci. Ça c'était le groupe. Le groupe Kedan, donc le qui groupe était russe. des groupes russes en fait, où on a vu qu'il y avait eu une session à un moment à l'intérieur même d'un groupe d'artistes. Donc il y a le groupe du Valet de Carreau et le groupe Kedan. Bon, voilà, on a découvert ça, on s'y est pas penché plus pour l'instant parce que on a préféré rester sur nos femmes artistes, pareil, donc le Valet de Carreau, ce qu'on disait. Le rayonisme, qui était justement aussi un des groupes qui faisait partie des groupes russes. De l'art abstrait, ouais. Qu'il faut qu'on découvre aussi pour certains. Le rayonisme, je crois que j'avais déjà vu, mais voilà. Le cubofuturisme, qui sont des mélanges entre le cubisme et le futurisme, j'imagine, mais voilà. Le groupe de Puteaux, donc ça c'était. Voilà. Je relance tout, je sais que ça fait un peu. Je suis désolé pour les yeux. Hop. Art déco, ouais, donc on est encore sur les... La ruche, ça c'est la ruche, c'est la cité d'artistes à Montparnasse. Non, c'est derrière. C'est la... Oui, c'était. Je pense que c'était quand on a regardé le parcours de Marie Vassiliev et qu'on a vu qu'elle avait. Bah ouais. Ouais, c'est ça. On avait fini, je crois, sur Marie Vassiliev la dernière fois. Et ben on va vérifier parce que je ne me rappelle plus moi. Tac. Marie Vassiliev qui était donc du coup 1957 à nos gens. Oui, c'était ça, ça devait être voilà, 1914 le début. Donc il y a en fait une grande carrière alors, elle a fait de la peinture, ensuite elle a fait aussi un peu de sculpture, elle a fait beaucoup de choses, mais elle a aussi été une femme qui a accompagné en fait les artistes au-delà de leur carrière artistique en leur apportant ce qu'on a découvert la semaine dernière. Elle a créé en fait dans le logement qu'elle avait à Paris, elle avait un second atelier qu'elle a transformé en cantine pour les artistes, en partant du principe que certains artistes étaient connus, mais voilà, étaient montrés, certains tableaux achetés, mais qu'il y a des moments où ils n'avaient pas de quoi manger. Donc en fait, elle a essayé de pallier à ça. Donc ça a créé des groupes aussi autour de ça. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on avait vu. Donc on peut fermer du coup Marie Vassiliev, comme ça nous évitera de le rouvrir. J'aurais dû l'enlever des favoris. Alors, Olga Mirson. Bon, on va commencer par elle. On était dans le cubisme, cubo-futurisme, etc. et les artistes russes. Donc en fait, on a beaucoup de... Là, on a à nouveau une femme russe, mais qui apparemment n'a pas une page Wikipédia très développée. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Elle est née en 1880, elle est morte à Berlin, donc a priori, elle fait de la peinture. Et est-ce qu'on a d'autres trucs ? Genre artistique, portrait, très bien. Voilà, ben on ne sait pas grand-chose sur elle. Il y a toujours... Mais Matisse, tout l'équipage est partout. Hein. Okay.
Du coup, on n'a pas grand-chose, on va peut-être chercher du côté... Alors, est-ce qu'on cherche du côté d'abord de la francisation de russe, pour checker? Ça, je l'ai ouvert, je sais pas ce que c'est. C'est la Deutsche National Bibliothek. Ah bah si, c'est elle en fait. Oui, oui, non, c'est ce que j'ai cliqué là, c'est le lien externe. Il y a les fichiers d'autorité internationale virtuelle, ça c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est? Et du coup, on va peut-être se checker du côté... bah non. Voilà. Donc là, ils disent quoi? Ah, c'est voilà, donc les ressources, il n'y a que la Bibliothèque nationale d'Allemagne qui l'a, pardon. Ok. Ok. Du coup, je reviens en arrière, juste sur la page Wikipédia. Donc, il n'y avait pas de Wikimedia. Si, il y a du Wikimedia. Donc, on va regarder quand même un peu ces offres. Peut-être qu'on a plein d'œuvres. Eh bien, on a les deux qu'on avait sur la page Alors, Wikipédia. du coup, il y a celle-ci qui est son autoportrait. C'est la même. Ok. C'est une photo d'elle, ça, je pense. Non, je pense pas. Il y a écrit. Alors, ça charge. Très intéressant. Est-ce que nous avons... non, c'est portrait de Klaus Mann en 1926. Ok. Et donc le portrait de Matisse. Ok. Il y a la date, en 1918 ou 1919, je crois. Quelque chose comme ça, il y a écrit quelque chose là. Peut-être qu'on peut zoomer? Non, on peut pas zoomer. Du coup, il n'y a pas grand chose, donc on va faire une recherche du coup avec son nom francisé et on va peut-être regarder aussi du côté de l'écriture cyrillique, donc du coup son nom russe. Donc on va checker ça. Alors, le nom francisé, on a WikiWand qui peuvent peut-être nous aider. Je vais zoomer un peu pour que tout le monde puisse avoir accès un peu aux choses. On a une database of modern exhibitions. Alors, c'est ici la database of... Alors, du coup, ça, les expositions modernes, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui serait intéressant, c'est de voir la première entrée. Alors, je sais pas si vous le voyez. Salon d'automne. Salon d'automne, 4e exposition à Paris en 1906. Elle a eu 2 entrées. Et ensuite, 1908... Alors voilà, 15e exposition de peinture de l'association moscovite des artistes, où elle avait 9 peintures a priori. Donc ça reste entre 1906 et 1908, ouais. Là c'est pas mal déjà, on regarde les catalogues. Salon d'automne, donc du coup il y a le salon d'automne, il y a ce qui a été présenté, donc apparemment c'est Mademoiselle Olga. Ou c'est son nom juste qui est comme ça, ils l'ont appelé Mademoiselle Olga dans le catalogue. J'imagine. Ok. Fréquente co-apparence. Ouais, ça c'est ce qui est associé à elle. Kandinsky du coup, toujours associé du coup à tout le monde. Wikidata, peut-être que ça peut nous aider Wikidata, vu qu'on n'avait pas de Wikipédia. Resonator, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui d'accord, donc du coup c'est une sorte de... Ah c'est une peintre de l'Empire russe. Hein. Il précise là que c'est lié à l'Empire au moment de l'Empire. Date of birth, date of death, ok, nom de données, et après comme une catégorie. Il y a l'air d'avoir des trucs... Wikidata ça a l'air intéressant, je regarderai un peu plus du coup ce que c'est. Ça a l'air d'être le brut de Wikipédia en fait. On verra ça. Donc du coup on va checker par Wikipédia article, tu veux que je regarde ça? Non parce que c'est l'article en fait. Je pense qu'on peut... Wikimedia et ensuite voilà, donc ça c'est lié à Israël et sa librairie nationale. Nous on a 1906 déjà, c'est pas mal. On garde en tête. Descend, là parce que on là a un ça peu a plus l'air... de détails. Ouais mais ça a l'air d'être la même chose, ils vont pas mettre grand chose. Maritou, gna gna gna. Après, c'est les ancestries, c'est là où tu te fais piquer ton sang et on recalcule ta généalogie. WikiWand, je sais pas ce que c'est non plus. Ça a l'air d'être la même chose que Resonator, on va checker vite fait aussi. Ça va être le même article Wikipédia, je pense qu'on va avoir du mal à la trouver ailleurs, sachant qu'en plus c'est toujours les mêmes choses, ouais, c'est un peu ça. Du coup, ce qui serait bien, ce serait qu'on regarde s'il y a des images. Non, pas plus que ça.
D'ailleurs, il faudra faire attention parce que Twitch est un peu impardonnable avec les images. Bon, du coup, la francisation, on trouve pas grand-chose. Donc, alors, en texte russe. Ouais, c'est la page russe. La page russe peut aider. Ah, Bah, ça aide pas tant que ça en fait au final. bah, il y a déjà plus de texte, mais... Il y a une ressource qui est une ressource livre, du coup, qui parle de Matisse. D'accord, il y a donc une sorte de généalogie aussi. Alors j'essaie de comprendre, hein, mais bien entendu c'est plus compliqué. Peut-être qu'on a plus de choses dans les Wikimedia. On n'utilise pas le cyrillique tous les jours, nous. Donc, Bah, après, tu peux peut-être demander une traduction approximative de la page. Bah, il y a l'air d'avoir plusieurs choses, ouais. On va demander la traduction. Google Translate si vous voulez. Ah ben, on a déjà plus de trucs. Je vais zoomer un peu plus. Alors, elle a étudié pour la première fois à Munich, entre autres avec Vassili Kandinsky, et en 1908 en France avec Matisse. Elle était en contact avec Thomas Mann. Dans les archives de Thomas Mann de l'École technique supérieure suisse de Zurich, il y a une lettre d'Olga, datée du 2 juin 1911, dans laquelle est discutée l'origine du nom Tadzio. Tadzio est le personnage principal du roman de Thomas Mann, Mort à Venise. Ok. Ok, elle a rendu... elle a vu Matisse, ok. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on dit? Il était prudent et renfermé. Matisse, je suppose. Ok. On parle beaucoup de Matisse, en fait. Matisse l'a utilisé comme modèle pour sa sculpture nu assis. Il a probablement une liaison avec elle, d'accord, très bien. Après ce mariage, elle a vécu à Prinsheim, à Berlin. Ok. Au lieu de ça, elle a sauté après la guerre mondiale. Ok, et ben voilà, elle a souffert d'une dépression et elle décède en 1929 en se jetant du 4e étage de l'hôtel Adlon à Berlin. Bien une vie... Ça veut dire qu'elle est morte à quel âge alors, 1929? Elle est née en 1880, ça? Elle avait 30 ans, 34, 35. J'ai calculé récemment, c'est pour ça que je te dis ça. Bah non, plus elle avait... 1888 bah, à 1980, 1924, ça fait 36 ans. Du coup, tu rajoutes, t'enlèves 8, tu rajoutes 8, ça fait 40. Et tu rajoutes... ouais, bon. Ça fait quelques... On est dans les 45 ans, en fait, à peu près. Mais 1929, je comprends. Hein. Je pense qu'en Allemagne, en 1929, c'était pas fort, c'était pas cool. Bon, du coup, on se met... Est-ce qu'il parle là de la date Non, il parle pas. Non, ils en parlent pas, mais on va mettre la date de tout à l'heure. Ouais, 1906 ou 1908, je me souviens plus. 1906. On va mettre 1906. Alors... Bon, c'est dommage de ne pas avoir trouvé... Après, on sait que du coup, elle a été en lien avec Matisse. A priori, peut-être on peut regarder l'œuvre de Matisse où il l'aurait pris comme modèle. Bah, si on a cherché son nom et qu'on trouve pas l'œuvre de Matisse, on va pas la trouver, je pense. Ouais, je sais pas. Parce que logiquement, si elle a 3 tableaux et que quand on tape son nom, on trouve directement, Matisse, à part s'il l'a nommé encore sans titre de mon voilà. Peut-être que ce qu'on pourra juste checker à la fin, en dernier recours, c'est de regarder sur la page sur le site de Aware si elle a une page. Ah, ça c'est intéressant, ouais. Et ça serait le meilleur moment d'utiliser Aware, justement. Et donc on va pouvoir checker ça. Excusez-moi, j'ai fait des liaisons entre ces choses-là. Il faut que je les défasse. Et donc du coup là je ne retrouve plus du coup ouais c'est bon. Et je vais déplacer ça pour le mettre voilà à peu près là. Un petit peu plus haut s'il vous plaît, merci. Et donc Olga Marcus. Bah alors c'est bizarre parce que c'est pas Marcus. Non c'est Myrsen. Markova Myrsen. Ouais. Voilà. Je mets ça? Non. On s'était posé la question la dernière fois si on gardait les noms francisés, les noms
Je pense qu'on pourra faire le switch justement après, on verra. Justement éviter de franciser les noms tout le temps, ça serait bien aussi, c'est un peu leur nom de famille quand même. Il y a un peu moins de place là pour Marie Laurencin, je remarque. On commence à alors oui, le problème de la dernière fois c'était qu'on commençait à avoir un problème de taille de frise. Donc on va voir si on a de la place. Alors je comprends pas pourquoi tu te déplaces en hauteur. Merci. Voilà. Je vous fais avec le... Voilà. Je vais sauvegarder directement. Donc elle fait partie des femmes qui ont commencé avec... qu'on a déjà trouvé, qui était Nathalie Koncharova et Ilma Afklint. Du coup on se fait un petit check, Un petit check aware. Ouais. Ça va être pas mal. Alors, on prend Olga Mirson, moi j'ai mis Markova, mais voilà. Je vais prendre l'entièreté. Peut-être que Aware va être plus précis juste en dessous. Hop. Elle va être, d'ailleurs, Aware, je pense que c'est Aware Woman Artist, j'aurais dû marquer ça. Association. Ouais, peut-être sur autre chose comme ça, je crois. Ouais. Donc c'est une ressource que vous pouvez utiliser pour pouvoir nous aider aussi. Nous on l'utilise le moins possible parce qu'on fait aussi les deux têtes aussi pour pouvoir tenter de chercher pour apprendre et se transmettre aussi les noms qu'on connaît déjà. Et ensuite on utilisera sans doute Aware pour pouvoir les placer sur la frise, ça pourrait être intéressant. Juste peut-être Olga Mirson du coup. Parce qu'il y a l'air de pas avoir. Mais peut-être il n'y a pas. Hein. Ouais, c'est possible, hein. C'est possible. Ok, alors du coup je vais quand même mettre le lien de Aware dans le chat de façon à ce que tout le monde puisse l'avoir au cas où, vu qu'on est passé dessus. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Du coup, Aware pour l'instant on met de côté, on n'en a pas besoin tout de suite. On continue, du coup, pour Olga c'est bon. Shana Orloff, donc du coup on est toujours sur les... alors c'est une sculptrice figurative. Elle est née en 88 et elle est décédée en 1888, bien sûr. Oui, excusez-moi, hein, mais je préciserai pas. Donc elle a émigré en Palestine dans le futur État d'Israël alors qu'il fait encore partie de l'Empire ottoman. En 1905, elle devient tailleuse et couturière à Jaffa où elle se joint au groupe sioniste Hapoel Hatzair, le jeune ouvrier, et apporte son aide à d'autres immigrants qui viennent d'arriver. Donc elle y passe 5 ans, elle a un poste d'enseignante de coupe et de couturière dans un lycée, blablabla. Ok, donc elle arrive à aller à Paris pour étudier la mode. Ok, elle fait des cours de sculpture à l'Académie russe de Montparnasse. Donc à nouveau Montparnasse, grand lieu artistique à cette époque. Pour la sculpture surtout, oui. Mais même pour la peinture, il y en a plein. On a vu un atelier à Montmartre où ils allaient tous. Montparnasse et Montmartre, c'est quand même deux quartiers différents de Paris. Pardon, tout à fait. Hein. Ouais, tout à fait. Alors, elle s'est liée d'amitié avec d'autres jeunes artistes juives, donc Chagall, Chaim Jacob Lipschitz, Modigliani, Amadeo Modigliani, ok. Et elle expose au Salon d'automne en 1913. Ok. Elle a épousé un écrivain et poète, d'accord. Son fils obtient la nationalité française, elle reçoit la Légion d'honneur. Elle va faire construire une maison-atelier à la Villa Seurat, dans le 14e arrondissement de Paris, sur les plans de l'architecte Auguste Perret. Qui est toujours là, d'ailleurs, la Villa Seurat. Dans les années 30, elle fréquente régulièrement, au 20 rue Jacob, le salon de Nathalie Barnet, pour qui elle réalisera une grande chouette placée dans son jardin. Juste mets le curseur sur Nathalie Barnet, je pense que c'est une collectionneuse, femme de lettres américaine du XXe siècle, connue pour ses poésies, mémoires et épigraphes. Sûrement, elle devait être mécène de pas mal d'artistes, je pense. Hein. Ok, donc elle a mis une sculpture dans son jardin. Elle s'enfuit en Suisse en 1942 avec son fils et le peintre juif tchèque Georges Kars.
Ok. Elle retourne à Paris. Sa maison a été saccagée, les sculptures de son atelier détruites. Tranquille. Paris sous la guerre, quoi. En 1949, le musée des Beaux-Arts de Tel Aviv organise une exposition de 37 de ses sculptures. Elle reste en Israël pendant environ 1 an pour achever une sculpture de David Ben Gurion. Ok. Je pense que c'est bon. Elle a sculpté les portraits de futurs premiers ministres, machin, d'accord. Et elle est morte en Israël, à Tel Aviv, le 16 décembre 1968. Et qu'est-ce qu'ils disent sur la Villa Sera, donc du coup blablabla, elle vécut, machin, a été laissée par ses héritiers dans l'état dans lequel l'artiste l'a laissée. La maison est ouverte à la visite sur rendez-vous. Bon, bah écoutez, si, vous savez, quand on aura le droit de retourner visiter des lieux, peut-être que la Villa Sera... Le 15. Alors pas le 15, non, pour la culture et tout ça, c'est plutôt le 20 janvier, je crois, hein, la date où on est censé voir si ça réouvre ou pas. Ah bon, parce que c'est les petits, c'est soi-disant les petits commerces, entre guillemets, ça compte pas les gars. Ah non. Ok, du coup on a fait un topo de toute sa fiche Wikipédia, donc du coup non mais c'est vrai, on a fait un topo de sa fiche Wikipédia, il y en a d'autres qu'on l'a pas fait. Hein. Oui. Du coup l'idée c'est surtout que 1913, c'est sa date d'exposition au salon. Du coup, on va prendre ça et on va regarder ses œuvres. Voilà, tu me coiffes au poteau, comme on dit. Non, mais là, c'était surjoué, madame. Comment vous expliquer Ok. Alors, on va voir si... A-t-on déjà vu son travail? Alors, question des photos floues sur Wikipédia, s'il vous plaît, merci. Quid des photos floues? Et des photos, ouais... S'il vous plaît, là on voit même pas ce que c'est. C'est une colombe. C'est une colombe. Je pense que c'est une colombe. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, mais la photo n'est pas très évidente. Ça ne met pas en valeur le sujet. Alors, fais attention parce que je vais vous monter le son. Pardon. Parce que je t'entends crier, rigoler fort. Et ça devient rouge dans mon son. Heureusement que j'ai pas le retour. Donc, à réaction pour l'affirmation et la défense d'œuvres modernes. Il y a des trucs jolis. Hein. D'ailleurs, bonjour à Lurks qui est sur le chat et qui est tout le temps là. Merci pour ton soutien. Merci pour ton soutien. D'ailleurs, Commanderbot, il est pas avec toi, j'ai l'impression, Lurks. Donc, encore des colombes, tu vois. C'est son sujet, le rapport à la paix, je pense. Parce que la colombe est un peu biblique et dans la Torah aussi, je crois. Alors ça, c'est un oiseau aussi, j'imagine, parce que ça ressemble à un oiseau. Mais compliqué. Ah, merci pour la photo un peu plus arrangée. Ah, tu vois que c'était... Voilà. J'avais raison. Elle est mieux de ce côté-là. Hein, parce que... ouais, ok. En fait, c'est une photo d'elle, non? Je pense qu'il n'y a pas 15 photos, en fait. Il n'y a pas 15 moyens de faire la photo. Il y a pas de... Non, oui. Ok. Ah, mais je crois que je suis déjà allé à la Villa Sera, en fait. J'ai déjà vu sa signature. Donc les signatures d'artistes, hein, toujours intéressant. Il n'y a que moi que ça intéresse, mais je tiens à vous le dire, hein, c'est toujours intéressant. Donc là, alors je vais vous mettre... je viens de voir que Delia vient de se finir. On va couper, parce que j'ai vu que c'était... je vais mettre un autre son de Eliane Radig, qui m'a été proposé grâce à notre cher aide YouTube. Je vais vous mettre ça à jour. Pendant qu'on continue 3 secondes à regarder cette magnifique signature, le temps que je fasse les modifications nécessaires. 2 minutes, du coup. Pack. Non. Alors, il m'a pas fait des copier-coller, donc c'est très intéressant. Excusez-moi, hein. Je vous mets la musique. En attendant, petite pause, modification, hop. Un jour, ça sera plus rapide. Parce que je ferai pas attention à la musique grâce à Twitch qui donnera soi-disant accès à des sons géniaux qui feront payer des millions aux producteurs. Voilà, du coup, Eliane Radig, je vais mettre un peu plus de son parce que je sais que Eliane Radig en général c'est des appâts de son, donc c'est de la musique concrète. Et normalement ça devrait être bon. Voilà. Hop, transition. Et on a quitté notre cher Wikimedia. Alors, on a fait un petit tour, on a dit 1913 pour Shana Orloff, donc du coup je vais prendre son nom.
j'ouvre notre super freeze. Hop, 1913, est-ce qu'on a de la place? Est-ce qu'on a de la place? Une nouvelle année. Dur. En fait, peut-être qu'on aurait dû mettre les années avant, tu vois. Ça nous aurait... Bon, après, il n'y a pas grand-chose à déplacer. Hein. Je peux déplacer tous les noms, il n'y a pas de problème, là, je crois. Non, je déplace tous les noms, Oui. vu que c'est les fins, et c'est beaucoup de choses qui continuent, en fait, à partir de 1914. Donc, au final, on va tout déplacer. Tac, tac, tac. Pourquoi ça, c'est là, là? Ah, c'est à cause du nouveau réalisme qui se finissait pas non plus. Ok. Pac, pac, pac. Je vais augmenter votre... Voilà. Pour avoir un peu mieux. 1913. Et Shana Orloff. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi il y avait un saut de ligne. Et je rapproche les choses parce qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu compact. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a 1910, 1912, 1913, 1914. Il manque 1911. Voilà. Quand on aura 1911, on sera complet sur les 1900. Je vais déplacer ça, je vais le mettre là. Parce que c'est censé être ici. Je vais tout rapprocher, même Shana Orloff, je vais un peu le rapprocher. Alors du coup, cette question de la taille de la frise commence à devenir compliquée, sachant qu'on avait... j'avais mis en place du 8K, en me disant oui, ça va, 8000 pixels, c'est faisable, tranquille, nanana, ce qui n'est pas le cas. J'ai déplacé de nouveau réalisme, mais j'ai pas déplacé de nouveau réalisme. Et ça commence avec... ouais, c'est bon. C'est juste pour être sûr de où ça commençait. Et du coup, de toute façon, il y a des problèmes de taille aussi sur les 100 ans, les 50 ans, etc. Quand on aura tout le monde, je pense que ça sera un peu plus facile à ranger de toutes les manières. Du coup, je sauvegarde et on revient sur notre fiche Wikipédia de Shana Orloff. Sachant que on aura tout le monde, on sait pas vraiment... On n'aura pas tout le monde. Hein. On n'aura pas... attends, on est combien? 67 millions 67 milliards il y aura sur la sûrement Terre. des artistes qu'on On n'en aura pas 33 milliards, non, je pense, que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va essayer de ne pas le limiter, mais peut-être qu'on fera des listes très complexes. Avec, Oui, qu'on fera peut-être un moment, ce sera utile de faire un découpage par quelque chose, par un critère, mais pour l'instant, on n'a pas de critères. Oui, l'idée, c'est pas de se limiter, en fait. On ne veut pas se limiter, et après, on verra quand on se limitera. Donc, Shana Orloff. Tu join D'ailleurs, Nightbot, il a pas de join. Attends, je join Nightbot. Voilà. Salut Nightbot dans le chat. Du coup, Shana Orloff, c'est bon. Angelina Beloff. Donc on reste sur les artistes russes qu'on avait trouvés la dernière fois. Je vais vérifier que j'enlève la frise, voilà. Et du coup, on continue notre petite recherche du jour. Donc c'est cette fois-ci donc Angelina Petrova Beloff, qui est une artiste mexicaine d'origine russe, peintre, plénériste, graveuse, illustratrice de livres et auteure pour le théâtre de marionnettes. Il y a beaucoup de... l'extérieur des jeux de lumière dans ouais. la seconde maritime. La semaine dernière, il y a Petit Cancanou dans le chat qui nous a demandé si est-ce qu'il y avait un lien qu'on pouvait mettre entre les femmes artistes et le fait qu'elles avaient travaillé pour le théâtre. On avait abordé ça sur la scène, Oui, mais en fait, je pense que c'est plutôt dans des moments de connexion entre artistes, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup d'artistes hommes qui ont travaillé pour des scénographies de théâtre et tout ça, donc faudrait être plus précis dans peut-être pour essayer de faire des croisements comme ça sur le type de choses. Est-ce qu'elle la dernière fois, on avait trouvé quand même des trucs qui étaient très 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 proches du Bauhaus et de ce oui, on avait trouvé Alexandra Exter. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir découvrir. Là, on n'est pas encore dans le Bauhaus spécifiquement, parce que là, on est vraiment plus loin. En fait, il y a écrit auteur pour le théâtre de marionnettes, c'est-à-dire qu'elle écrivait
spécifiquement pour des pièces qui étaient du théâtre de marionnettes. Ça veut pas... J'avais lu trop vite et j'avais pensé elle faisait des marionnettes pour le théâtre. D'ailleurs, applaudissons auteur E. Auteur. Donc, non, il faut applaudir hein, parce que c'est rare encore de voir ce genre de petits détails. Attention, elle est connue pour avoir été la première femme du peintre mexicain Diego Rivera. Diego Rivera qui est sorti donc du coup avec Frida Kahlo. En fait, à chaque fois j'ai l'impression que depuis le début, à chaque fois qu'on tombe sur Mexique, il y a Diego Rivera qui arrive. C'est assez intéressant. Mais c'est assez intéressant. C'est comme Picasso, tu vois, genre, tu sais, les cités, tu sais même pas pourquoi dans tout. Non, mais parce que je crois, en fait, le truc, c'est, à mon avis, on parlait des biais au départ, mais je pense qu'il y a un maxi biais. C'est que comme on fait des allers-retours entre des artistes en cliquant sur des liens, en fait, je me dis, forcément, on retombe sur Diego Rivera, puisqu'on a dû trouver Angelina Petrova-Belov sur la fiche d'une des artistes qui avait un lien avec Diego Rivera, parce que sinon, c'est pas possible. On n'arrive pas, tu vois... Non, mais je pense que clairement, tu vois, par exemple, là, on est sur la... donc déjà, toutes les artistes mexicaines qu'on a trouvées sont liées à Diego Rivera d'une certaine manière, ou toutes les artistes mexicaines ont rencontré Diego Rivera à un moment. Donc... Le gars avait un petit salon où en fait il disait si vous êtes artiste, vous vivez au Mexique, passez chez moi. Du coup, je me pose la question parce que peut-être qu'il est très très connu, tu vois, donc c'est peut-être aussi ça et que du coup non, mais je pense un passage obligé pour pouvoir rencontrer les gens, de le rencontrer, mais c'est pas la première fois. Bon, arrêtons de parler de Diego. Du coup, juste c'était la petite blague aussi qu'on se fait chaque semaine, c'est le fait à un moment, ce serait drôle aussi de pouvoir relier toutes les femmes qu'on a trouvées et de faire des liens comme ça sur des moments où elles ont pu se croiser. Donc du coup, je pense que dans un deuxième temps, si on arrive à faire ça, en fait, on verra Alors, ce n'est pas une blague. C'était. Non, mais c'est une blague dans le sens où on n'a pas fini. Ce n'était pas une blague. Ça faisait partie d'une idée qui est toujours actuelle. Je tiens à préciser. C'est vrai que notre premier épisode a disparu, mais dans le premier, c'était dit que justement la question des liens, il y avait une grosse discussion entre justement les liens et la frise chronologique, le rapport à l'activité, etc. Moi, je suis toujours pour l'idée de voir, j'avoue, les liens entre les femmes artistes. Je pense que c'est un peu rigolo et intéressant. Enfin, rigolo, ça dépend de où on se place en France. Mais je trouve que c'est intéressant de savoir qui a rencontré qui potentiellement a rencontré qui. Là, on commence à voir des liens qui sont concrets avec la révolution mexicaine depuis un moment. Ouais. Là, peut-être qu'on va avoir un lien en plus avec la révolution russe, parce que je vois qu'elle était peut-être en Russie au moment de la révolution russe. Du coup, en fait, ça peut être archi intéressant de voir justement ces liens-là, parce qu'il y a quand même deux révolutions qui sont importantes, celle du Mexique et russe, là, spécifiquement, qui sont traitées, quoi. Donc, moi, je veux bien savoir, parce que sachant qu'on avait en plus vu les liens de Modotti, c'était Tina Modotti et Frida Kahlo avec le Parti communiste au Mexique, les liens avec les gros rapports politiques qu'il y avait du coup là-bas dans le milieu artistique. Je dis pas qu'il n'y en avait pas d'autres, mais dans le sens où c'était intéressant. Et je vois qu'il y a aussi Maria Blanchard, et Maria Blanchard aussi, c'est pas la première fois qu'on la rencontre. Alors, regardons de on plus l'a déjà près. mis d'ailleurs sur la liste. Donc, Angelina Belov, elle est née à Saint-Pétersbourg, elle a fait l'Académie impériale des beaux-arts à Saint-Pétersbourg en 1905, donc ses professeurs la poussent à aller en France, elle y va en 1909, après la mort de ses parents. Elle vit à Paris avec le soutien du gouvernement russe. Elle travaille dans l'atelier de Henri Matisse, again. Apprend la gravure sur bois et métal et elle est également professeure d'art. Donc elle côtoie de nombreux artistes en France, mexicains, pardon, de nombreux artistes mexicains en France et en Belgique et rencontre Diego Rivera à Bruges. Ok. Lors d'un voyage effectué avec l'artiste espagnole Maria Blanchard. Donc Maria Blanchard que nous avons mis déjà sur la liste. Sur la liste. Ouais. Angelina Belov se marie avec l'artiste mexicain à Paris. Bon, blablabla, ok. La vie du couple, on s'en fiche. Elle laisse un journal décrivant sa vie privée avec Rivera. Ah, intéressant. Ainsi que l'interaction avec les peintres de cette époque. Intéressant. Aussi intéressant. En 1921, après la révolution mexicaine, Rivera est rappelé au Mexique par José
José Vasconcelos, oui, pour y peindre. C'est Vasconcelos, t'as pas besoin Vasconcelos. Mais Angelina Beloff ne peut l'accompagner par manque d'argent pour le voyage, donc elle reste à Paris. Bien qu'elle connaisse l'infidélité de son mari, ça on l'a vu aussi hein, sur l'affiche. Oui. Tina Modotti et Frida Kahlo. Donc il lui envoie encore de l'argent, d'accord, mais demande le divorce avant de se marier avec Guadalupe Marin. Voilà, elle se renferme sur elle-même, ok. Donc ça reparle encore de la relation avec Diego Rivera. Ouais, donc les gens avec qui elle se lie d'amitié, carrière artistique. On veut voir la carrière artistique, donc c'est ça qu'on cherche. Bah ouais. Elle est vide, comment ça? Je sais pas. Donc on parle en fait des histoires de cœur de Diego Rivera qui a l'air d'avoir un très gros cœur, hein, parce que franchement, au bout d'un moment, d'avoir autant de conquêtes en même temps, on en parlera à un autre moment, mais du coup l'idée c'est quand même que là l'idée c'est qu'en fait la carrière artistique d'une artiste on s'en fiche, là. On en est là. Ouais, c'est très bizarre. Il y a des liens externes après, c'est les fiches d'autorité qui sont des liens liés à des bibliothèques, donc du coup ça doit être des ressources plus que des ressources qui sont physiques plus que des ressources numériques. On va regarder un peu quand même un peu ce qu'il y a en recherche. C'est très bizarre que ça soit aussi complet sa vie et qu'on ne parle pas de sa carrière artistique, à moins qu'elle en ait pas eu. Mais c'est bizarre. Ah, le sceptre d'autocar de Tintin, c'était le sceptre de Saint-Pétersbourg. On apprend tous les jours. Hein. Donc du coup, Angelina Beloff, ou je vais prendre Petro. On va checker. On va faire la version russe, on va faire la version cyrillique. Hop. Oui, j'ouvre de nouveaux onglets. Hop. Donc déjà, on peut faire un petit check-up de ses œuvres. Je pense que ça va être pas mal. Aaron Culture. Il y a l'air d'avoir des trucs. Il y a l'air d'avoir des trucs parce que là, il y a les photos, les images, elles sont là. Wikipédia. Généanet, alors ça c'est intéressant. Art and Culture, donc ça c'est ce que je viens d'ouvrir. Catalogue BNF. Des notices, ouais, ça donne pas grand chose en général. La data BNF, par contre, ça peut être intéressant. Alors, nous entendons en fond Eliane Radi qui nous fait des super plages sonores dignes des plus grands Twitchers. Ah, il y a un livre sur Angelina Beloff, pardon. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça qu'il y avait plein de références sur les bibliothèques, j'imagine. On va pas trouver grand chose, hein, je crois. Je reviens en arrière. IDRF, variante de point d'accès, ça va être encore. C'est que des livres en fait. Bon, je pense que ça doit être aussi son. Alors, Art and Culture, s'il vous plaît. Aidez-nous. Sinon, est-ce qu'on a une date de travail là? Et sinon, on va devoir la noter. Non, mais c'est sa page Wikipédia. Dans le truc. En dessous, là, référence, c'est Wikipédia. Donc, on va peut-être chercher du côté Terrus, en fait, tout simplement, parce que ça avait bien marché tout à l'heure déjà. Il y a plus de choses, on dirait. Non, c'est la même chose. Ah non, attends, peut-être... Alors, elle entre des départements en 1905 de l'école supérieure d'art et de l'Académie impériale. Ok. En 1909, elle vit à Paris, donc ça on l'a lu. Diego Rivera, on l'a lu. 1921, Révolution, oui, c'est la même chose, c'est même écrit pareil, traduit pareil. Je pense qu'ils ont juste changé le truc. Et le style, ouais, c'est pareil. Du coup, on va se la noter quand même dans notre note. Je vais faire un manque de ressources. Comme. Après, on n'a pas checké sur Aware, encore une fois, mais. On va vérifier. Mais je pense qu'on va faire. De toute façon, c'est nécessaire qu'on fasse un manque de ressources. Après, elle a une. Ça va être rempli au fur et à mesure. Elle a écrit une biographie, donc a priori. Je pense que si elle a écrit une biographie, elle a dû écrire les gens qu'elle a rencontrés et si elle a fait des expos.
Je vais mettre la version francisée pour qu'on comprenne de qui on parle, parce que moi j'ai du mal avec le cyrillique, vraiment. Voilà, donc manque de ressources. Je vais peut-être mettre en rouge d'ailleurs. Non, non, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Ah, il y a un vieux contour. Hein. Comment c'est possible cette histoire? Il n'y a pas de contour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe là? Petit pot de caca. Ah, c'est vrai qu'on a fait une sorte de grosse dérive là-dessus nationale. J'ai oublié ça. Ok. On regarde juste sur Aware, voir si Aware. par acquis de conscience. Peut-être tu peux le laisser ouvert sur le côté. Hein, Aware oui, parce qu'en plus, on va le réutiliser sans doute. Sans doute au bout d'un moment. Hein, c'est... Donc, toujours dans le chat, hein, si vous voulez vous lier avec Aware. Alors là, j'ai mis Petrova en plus. Mais du coup, en bas de la page, il y a quoi? Parce que depuis tout à l'heure, on voit rien. Il n'y a pas de page. Ah d'accord, c'est vide. sur ça, ok. Ok, et bien voilà. Je vais essayer avec le cyrillique, peut-être que eux ils l'écrivent aussi. Non, je pense pas. Ok, je te crois. Je laisse ouvert. On continue. En tout cas, peut-être que tu peux mettre dans le manque de ressources une période a priori où elle serait pour que si on cherche des trucs un moment. Et si alors tu veux que je regarde les images en fait, parce que ça va être grâce aux images. Non, mais on sait qu'elle était à Paris en 1909. Mais c'est pas à ce moment-là qu'elle travaille pour autant, tu vois ce que je veux dire? Toi t'es en train de partir sur un truc où en fait le mieux ce serait de regarder les œuvres qu'elle a faites. Ouais, c'est vrai. Parce que tu peux te dire oui, bah, tout le monde passe à Paris, donc tout le monde fait des trucs, mais en vrai non. Donc on va regarder ces œuvres de Google Agriculture, on va regarder la date. Les dates, monsieur, s'il vous plaît. Donc ça fait 6 fois que je clique sur ce lien, j'ai l'impression, mais... 1956. C'est tard. Ah ouais. C'est tard par rapport à... Quoique, en fait, attends, je vais regarder juste vite fait la frise. Tina Modotti, c'était 1924. Et il me semble que... du coup, Frida Kahlo, 1930. Ouais, c'est vachement tard, en fait, là. Celle-ci, en tout cas, c'est vachement tard. Et il y a d'autres pièces, enfin d'autres œuvres, peut-être Ouais, il y en avait d'autres. Je ne rien. Ou alors ça veut dire qu'elle a peint très tard. Autour de 1913. Oh, putain, c'est trop là. Ah, pardon. Excusez-moi pour le gros mot Twitch. Excusez-moi. 1913-1956 pour l'instant. Comme marge. C'est énorme. Et 1949. Ouais, bah... Je vais mettre 1913-1956, mais en vrai, ça c'est à elle aussi. 1896. Ah oui, mais ça c'est les trucs qu'elle a dû faire pendant ses études au départ. Je sais pas. Ça s'appelle un marquois. En 1896, oui, c'est aussi que ça. Ok. J'ai appris un nouveau terme. Du coup, je vais rajouter dans le manque de ressources cette plage horaire temporelle, qui n'est pas du tout horaire. C'est planant, hein, Eliane Radi. 1913, 1966. Ok. C'est dans ces eaux-là. Après, le truc, c'est que je devrais expliquer spécifiquement que c'est l'activité... Ouais, mais on comprend, on s'en souviendra. Ah bon? Oui, oui. D'accord, je note. Hein. Je note ça. Entre parenthèses, Nibbler s'en souviendra. Je note. Alors, on continue. Alors, Hélène... Alors, comment ça se dit? Eutingen. Eutingen, ouais. C'est comme si... Enfin, c'est un E dans l'eau, donc c'est... Donc, ukrainienne. Ah, elle est née en Ukraine ou à Venise. Bon, bah, très bien. Ouais, peut-être entre les deux. Hein. Si on fait sur une map et qu'on tire un trait, peut-être qu'on trouve que c'est au milieu. Oui, est morte à Paris, et après ils disent est une artiste peintre et femme de lettres française. Bah non, parce que si elle est née en Ukraine ou à Venise, elle n'est pas française même, ok. Quoi? Bah pourquoi pas? Bah, je sais pas. Bah parce que regarde, c'est peut-être que de lettres françaises, tu vois, peut-être qu'elle écrit en français.
Alors, c'est une poète et elle a 2 pseudonymes qui sont Léonard Pieux en tant que romancière. Ah non, en tant que poète Léonard Pieux et en tant que romancière Roche Gray. Et comme peintre sous le pseudonyme de François Anguibout. Alors, Mais c'est fille peut-être pour d'une... ça, justement, tu vois, comme tu disais, lettres françaises. Parce qu'en fait, si elle a écrit sous des Ah noms oui, français, ah tu oui, vois, oui, entre oui. guillemets français, c'est-à-dire Léonard Pieux et François Aguibou, ça fait pas mal époque. Donc, fille d'une comtesse, ok, ils sont partis en Europe. Ok, tac, 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 ça c'est son histoire. Elle étudie dans les années Son 1900. cousin, c'est le peintre Serge Ferrat, qui est connu aussi. Donc, elle étudie dans les années 1900 à l'Académie Julian et tient dans les années 1910 un salon artistico-littéraire où se retrouve toute l'avant-garde russe et française. Elle joue un rôle important avec Serge Ferrat dans la survie de la revue Les Soirées de Paris, dirigée par Apollinaire, et en recevant dans son salon du 229 boulevard Raspail à Paris ceux qui ont ou auront un nom dans la peinture, la poésie et la musique moderne. Donc 1917, après la Révolution russe. D'accord, elle continue à écrire. Blablabla. Elle avait acheté avec Ferrat 9 toiles et 5 dessins du douanier Rousseau. Ok, très bien. Elle quitte Raspail et meurt d'une leucémie en 1950. Eh ben c'est court comme biographie. Sophie C. la décrit comme l'une de ces femmes désastreuses de la race des héroïnes des poèmes de Pouchkine, de Lermontov, des romans de Dostoïevski et autres écrivains russes. Super. Donc, c'est une super phrase. Ça. Ouais. Tout n'est pas problématique dans cette phrase. Ces expositions, wow. Elle a fait le Salon des Indépendants en 1912, 1914, 1926, 1929. Ça au moins c'est clair. Ouais, mais sauf qu'il y a écrit qu'en 1910, elle a un salon artistico-littéraire. Mais ils disent pas... En fait, ils disent que elle tient un salon, mais ils disent pas qu'elle l'expose dans le salon. Voilà. Donc ça, on sait pas trop. C'est parce que tenir un salon, ça veut dire avoir un endroit où tu accueilles des gens. Et tu montres. Bah ouais, mais tu peux montrer pas forcément ton travail. Après... Non, mais un salon artistico-littéraire, moi je le vois comme... ouais, t'as ton salon chez Watt et tu fais... t'invites tes potes et il y en a qui ramènent leur peinture et les autres ils lisent ce qu'ils ont écrit, tu vois. On a une vision des salons. Bah en fait, c'était des soirées quoi. Les mecs ils disaient viens chez WAM, tu montes ta peinture. C'est des soirées, avant il n'y avait pas la télé, je vous rappelle. C'est comme ça que ça se passait, faut arrêter. Hein. Hey, tu m'as parlé l'autre fois autour d'un café du nouveau poème que tu as écrit, j'aimerais bien que tu le lises devant mes potes. Ça se fait encore, hein. Je tiens à préciser, ça se fait encore. Donc je vois pas pourquoi ce serait pas la même position. En fait. Après c'est à nous de choisir là, je pense. Est-ce que on met 1910 ou est-ce qu'on met 1912 vu qu'il y a le salon des indépendants en 1912 quoi. Ça fait 2 ans de différence, mais... Moi, je pense que tenir un salon, c'est juste l'organiser. T'es pas obligé de participer. Ça, sans doute, elle a participé. Mais que 1912, c'est plus clair et plus définitif. Parce qu'on avait eu une grosse discussion aussi avec Sonia de Delaunay sur ce genre de clarté-là. Je pense qu'on peut définitivement partir sur le fait que c'est 1912 quoi. Après c'est un des indépendants, c'est vrai que c'est encore un salon français donc est-ce que c'est parce qu'on est en France et que c'est écrit en France Bon, moi je suis pour qu'on... Attends, je vais regarder dans d'autres langues. Qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, c'est du gallois, ok. Ah non, mais c'est le mec là. C'est le mec qui a fait des trucs en gallois qui est pas du vrai gallois. Oh non, on a enfin trouvé une de ces pages. Ok, je m'en doutais. Alors si vous n'êtes pas au courant de ça, il y a un mec, il y a un langage gallois qui est en train de se faire perdre à cause de lui, parce qu'il a trouvé... le moyen de pouvoir traduire du coup Wikipédia en disant que oui c'était ça le langage, etc. Sauf que ce langage-là il est utilisé principalement en usage, pas encore
bien utilisé, enfin il est utilisé souvent, etc. Mais du coup, je sais pas s'il y a eu de l'apprentissage, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, l'idée c'est que le, euh, le truc c'est que lui il a décidé de le traduire alors qu'il ne connaît pas la langue. Voilà. Et donc du coup, ça fait partie ça fait partie des trucs de Wikipédia en ce moment qu'ils sont en train d'essayer de gérer parce qu'il en a fait des millions. Il avait beaucoup de temps. Il avait beaucoup de temps. Donc c'est intéressant et enfin rigolo et triste en même temps. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense on vient d'en trouver une. Il faudrait peut-être le signaler à Wikipédia. Mais on n'est pas là pour ça, donc on va faire autre chose. Et j'ai vu aussi dans sa bibliographie qu'ils ont parlé de la ruche aussi, à nouveau. Ils ont parlé de la ruche encore. Donc ça, on va devoir y retomber. De toute façon, on l'a laissé ouvert. Donc, Je l'ai mis en 1912, hein, donc c'est ça, on est bon. mm. Je l'ai mis, c'est bon, ok. Hélène Ottingen, on n'a pas regardé ses œuvres, on va regarder. Bah oui, après, on n'a pas regardé Wikimedia, mais... Il n'y a pas de Wikimedia, je crois. Ah, Ouais, il y en a pas. ah oui, il n'y en a pas. Alors, Wikipédia, c'est toujours intéressant de regarder, hein, je vous conseille. J'enlève la frisque pour qu'on ait la pleine page. Hop, Hélène Ottingen. On a des œuvres. Là, pourquoi là, tout d'un coup, on a des œuvres dans la page Wikipédia? Alors, C'est pas la même? Ah si. Mais si, mais il n'y a rien. Portail de la... Oh, bah, faudra peut-être qu'on regarde ici, peut-être que c'est dans le portail, mais du coup, pourquoi nous, on n'a pas accès, du coup? Bah non, c'est la même chose, en fait, qu'a fait des peintres. Après, ils expliquent tout. Tout. L'image du moi, jeune fille, de Auguste Renoir. Ok, super, merci. Donc, on revient ici. Là, on a une œuvre. Je sais pas pourquoi. Ah, le quotidien de l'art qui a montré des œuvres. Alors ça, c'est un zoom. Le quotidien de l'art, s'il vous plaît, respectez les artistes que vous présentez. Et Ouais, il y a le Modern Art 2. Après, c'est que des... A priori, dans les liens qu'on voit, c'est beaucoup de ventes, parce qu'il y a saucebiz.com, Art Curial, c'est une salle de vente. Après, il y a un lien Centre Pompidou. Ok. Ok, bah du coup, on va regarder un peu de le reste. Ah, tu veux que j'ouvre l'art curial? Peut-être qu'il y a pas Non, mal de non, choses sur l'art curial. c'était pour... Parce juste que pour j'ai vu qu'il y avait l'anecdote. il y avait d'autres liens, en fait. C'est pour ça que je te dis ça. Ah, il a fait des peintures Sur objet? sur objet, ouais. Apparemment. Et c'est Ou elle a fait des Christie's, objets. donc Ou elle a fait des il y a objets. beaucoup de choses à vendre. C'est pas cher, il y avait écrit $78. 72 Ah 000. non, Excuse-moi. pardon. Je peux comprendre J'ai eu que peur. la virgule. 72,450 Oui, mais quand il y a une euros. virgule et il y a 4 chiffres après, en général, enfin là, il y en a 3, mais ça va, ça s'achète en fait, hein, encore. Bon, j'ai pas l'étude, mais. Et oui, alors par exemple, elle, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il précise pas si au salon de 1912, elle a proposé ses tableaux comme François Aguibould ou Hélène de Tingen. Parce que du coup, ça a peut-être, en général, ça avait quand même une influence quand tu portais un nom masculin pour rentrer dans les salons ou publier des livres, c'était souvent pour contourner une espèce de forme de, pas de censure, mais de mise à l'écart. Donc, Oui, en même temps, ça. on n'est pas encore tombé sur des artistes qui avaient un nom masculin pour se montrer protéger. leurs pièces. Ouais. Après, on est déjà tombé sur des pseudonymes, donc. Voilà. C'est très coloré en tout cas, ce qu'elle fait, par rapport à d'autres qu'on a pu voir. Ok. Bon, après. Bon, après, il y a des trucs, clairement, on n'est pas sûr de tout, hein, mais ça a l'air d'être. Mais après, c'est le style aussi de ce qu'on avait vu tout à l'heure avec le Valier de Carreau et Que Dames. C'est un peu le style de très coloré. Et je pense qu'elle fait partie des groupes, justement, qu'on avait trouvé qui étaient les groupes russes de l'époque, qui tournaient autour de. En fait, c'est toutes les artistes de Ça, on Que l'a Dames déjà ou de ouvert. Valet de. On Non. l'a déjà fait. Alors, Lyubov Popova. J'ai coupé le truc, excusez-moi.
Et je crois que j'ai mis... Non, c'est bon. Alors, non loin de Moscou. Elle est née en 1889. C'est une styliste et peintre constructiviste, suprématiste et cubo-futuriste russe. Alors, le suprématisme, on l'a pas encore ouvert. Hein. Non. Membre de l'avant-garde russe, elle se distingue par ses compositions futuristes et architectoniques dans le sillage de Malevich et quelques autres artistes femmes, Nathalie Goncharova, Olga Rozanova, Varva Stepanova et Alexandra Exter. Alors, on dans a mis la... 2 sur 4, je crois. On a Natalia Goncharova, on l'a mis. Attends, je vais vérifier. Olga Rozanova, je crois qu'on l'a pas. Mais on l'a peut-être ouvert déjà dans les multiples liens. Alors... Nathalie Goncharova, non, Oui. Natalia, ouais, c'est ça. Olga Rozanova, je pense pas qu'on l'a. Pourquoi on a Nathalie, là? Je vais mettre A. Ouais, parce que je sais pas. D'ailleurs, il y a le H aussi. Mais ça, c'est la francisation. Oh là là. Ouais, donc on n'a pas, il me semble pas qu'on ait du coup ni Olga Si, Rozanova. Alexandra Esther, on l'a. Oui, Alexandre Exter, oui, mais Olga Rozanova et Varvara Stepanova, on les a pas. Alors attends, je vérifie où on a mis Alexandra Exter du coup. Elle est là en 1908. Ouais, ok. Du coup, on n'a pas Olga. Excusez-moi, j'ai ouvert dans un autre onglet. Je quitte, je reviens, j'ouvre. Varvara, qui peut-être se prononce Barbara, tout simplement. Alors elle a fait beaucoup de choses. Ok. Alors, donc... Et le suprématisme, on va l'ouvrir aussi. Mm. Ah, bonjour. Bonjour la police. J'espère que vous entendez. Nous avons la police avec nous aujourd'hui. Alors, elle prend des leçons de dessin dès 11 ans, avant d'étudier avec Stanislav Zhukovsky à 18 ans. En 1908, elle rejoint l'atelier de Constant Youn et Ivan Doudin. Excusez-moi pour la prononciation. Hein. Elle s'intéresse particulièrement aux anciennes icônes russes, à Giotto et plus généralement aux peintres italiens du XVe et XVIe siècle. Elle va à Kiev, ok. Elle va à Saint-Pétersbourg pour étudier les icônes. En 1912, elle travaille à l'atelier moscovite dit Latour avec Ivan Askenov et Vladimir Tatlin. En 1912-1913, elle étudie avec Nadezhda Udaltsova. D'ailleurs, Benjamin, tu peux peut-être ouvrir. Elle rencontre Alexander Archipenko et Ossip Zatkin et elle revient en Russie. Bliblibli. Ok. Malade de la scarlatine. Mais tout le monde était malade à cette époque-là. Ah, elle meurt à l'âge de 35 ans. Bon, bah voilà. Et donc, elle a eu le temps de faire quoi en 35 ans? Ses premières œuvres sont des paysages et des dessins d'hommes et de femmes. À partir de 1913, elle peint des nus et des portraits cubo-futuristes. Réalise une série de natures mortes en relief avec des collages, des lettres peintes, des matières diverses. Ok. En 1915, elle participe avec Malevich, Jean Pougny, Ivan Kilioun et 10 autres artistes à l'exposition 0.10 qui présente des œuvres futuristes et suprématistes. Donc on a 1915 pour elle comme première date. Et en 1916, elle entame une réflexion sur la présence, ou plutôt l'absence de l'objet menant tout droit et logiquement vers la non-objectivité. Ok. Donc beaucoup de peinture, les formes géométriques, blablabla. En 1921, elle signe une proclamation pour l'abandon de la peinture de chevalet et déclare que l'organisation des éléments de la production artistique doit se tourner vers la mise en forme des éléments matériels de la vie, c'est-à-dire vers l'industrie, vers ce qu'on appelle la production. Donc clairement, futurisme 20 000, quoi. Non ? Bah oui, parce que de toute façon, elle est dans le suprématisme en plus, c'est la suite, je crois. Donc du coup, oui, clairement.
Ok, bah du coup... Alors, c'est surtout l'effet de mouvement, hein, le futurisme. Hein, après. Ouais, bah après ces œuvres, là L'effet de mouvement, ce qu'on voit en mécanique. dessous, c'est clairement l'époque Cubisme. ouais, qui va vers le futurisme, quoi. Bah là, c'est surtout du... Ouais, c'est surtout Ouais, du j'ai du cubisme. mal Hein. à faire Là, c'est le surtout lien. du cubisme. Alors, le futurisme, pour moi, c'est le mouvement Ouais, c'est vrai, mécanique. Donc, du coup, c'est... Ah oui, il y a des travaux un peu... Il parlait de Malevich aussi, donc il y a beaucoup de... Là, son architecture picturale. C'est beau. Des aplats de couleurs. C'est beau. Alors, on va regarder un peu le tout. Hein, mais... Birch, 1916. Moi, j'aime bien ces petits détails, là, comme ça. Du bout de toile. 1920, ouais. Ouais, c'était la fin. J'ai pas cliqué au bon endroit. Oui, c'est clairement ça. Hein. Et sa photo. Et bien 1915, du coup. Bah ouais, ça me paraît bien. Depuis 2012, un cratère de la planète Mercure est nommé Popova en son honneur. Eh bien, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi aussi, je veux avoir un cratère de Pluton, qui n'est plus une planète. 1915, du coup. 1915, exactement. Ah, on n'a pas 1915. Tu voulais 1911 tout à l'heure, mais on n'a toujours pas. Peut-être qu'en 1911, il n'y avait personne, hein. Bah, tout le monde s'est dit, en fait, là, c'est l'année... c'est une année blanche. Voilà. L'année blanche des intermittents du spectacle. Pardon. Tu veux dire... Pardon. Ne faisons pas de blagues sur l'actualité, s'il te plaît. Surtout que là, c'est une blague triste, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'accompagnement de notre cher gouvernement. Ah si, apparemment ils ont utilisé le mot culture quand même dans la dernière allocution. Tu sais, si culture avec civilisation, c'est jamais très bien utilisé. Hein, ils ont juste dit que merci aux acteurs culturels d'avoir été si mobilisés pendant la crise. D'être présents, d'être mobilisés. D'avoir fait l'été apprenant. Merci d'avoir fait les maraudes, mais du côté maraudeur. Sympa. Non, mais je pense qu'il y a eu pas mal de solidarité du côté de l'art. Le seul truc, c'est qu'on va avoir des retours tard. Et ça, c'est dur. Je suis pas sûr que les institutions aient pu nous aider plus que ça. Donc, on verra. 1915. Parce que là, actuellement, le problème de la thune et de l'institution est problématique en rapport, vu que, je rappelle, regardez le rapport Racine. C'est un problème. 1915, du coup, Lyubov. Pourquoi Lyubova? J'ai rajouté un A. Je sais pas pourquoi. Bon, désolé. Hop. Qu'est-ce qui se passe? je vous ai cliqué dessus, monsieur, madame. D'ailleurs, c'est pas monsieur, c'est madame. Voilà. Et nous te replaçons un petit peu au milieu quand même. Voilà. Donc du coup, là, on se retrouve avec quand même du... Je cherche le 1911 actuellement. Parce que là, on a un Il gros manque problème. 1909 et 1911. On va avoir une décennie, hein, d'ici peu, on va avoir une décennie entière. Ça va être cool. Donc 1905, 1906... Alors 1905, c'est surtout le début du fauvisme, hein, mais 1906, 1907, 1908, 1910, 1912, 1913... La décennie, on l'a presque. Hein. Il manque pas grand-chose, en fait. Juste pour une décennie, alors que là on tape sur du 1750 à 1950, ce qui est quand même 200 ans. Après, on est en train de beaucoup chercher dans les mêmes périodes, donc c'est normal qu'on arrive à saturer une période, quoi. Enfin, saturer, je m'entends. Oui, à remplir toute cette période-là. Alors, il faut capter aussi que la frise, comme on disait, ça va se déplacer, se modifier sans doute dans le futur. Peut-être qu'on fera des plages de sang pour que ce soit peut-être plus lisible, on verra. Mais du coup, pour l'instant, on va rester dessus. Du coup, je pense qu'on a... Donc, c'est vraiment indicatif ce qu'on fait actuellement. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est définitif. Si, ça peut être définitif à un moment, parce que comme on disait, c'est infini comme travail. Si c'est du travail. Donc, je pense que ça l'est.
on va enlever AI, alias notre Freeze. On va enlever Lyubov, qu'on a déjà fini d'ailleurs. Ça va être la première que je vais enlever en supprimant Ah oui, on son oublie de onglet, faire ça à chaque fois. histoire que je n'ai pas. De toute façon, je pense que je vais recréer un dossier, mais au moins. Alors, Olga Rosanova, que nous venons donc de trouver, née en 1886 à Melenki, près de Vladimir, est morte le 7 novembre 1918 à Moscou. Artiste représentative de l'avant-garde russe, à la fois peintre et sculptrice, proche du mouvement suprématiste. Ok. Elle a fait une école d'art appliqué. Pardon, excusez-moi. Elle devient l'un des membres les plus actifs du groupe Sukhoi Molodzy. Soyouz Molodzy. C'est toi qui vas les prononcer. Molodzy. C'est une union de la jeunesse, du coup. Voilà, exactement. Tout simplement. Moi, je lis... Dont elle écrit le manifeste, hein, quand même. Donc, Soyouz, ça veut dire jeunesse? Ou c'est l'inverse? Ah, c'est une bonne question, ça. Du coup, c'est quoi le groupe d'avant-garde russe à l'avant-garde et également le nom de leur revue axée sur l'art. Je vais le mettre là. Ok. Donc, la place des femmes dans l'art russe devenait imminente à son époque. Au sein de ce groupe, avec Elena Gouraud, elle avance des idées esthétiques fort avancées. Dramaturge futuriste russe ainsi que poétesse et écrivain. Donc ok, son article « Base de la nouvelle création et raison de son incompréhension » est publié dans le 3e almanach de l'Union de la jeunesse. Elle est consciente de vivre à une époque de transition, ok, blablabla. Oui, très bien. Elle a d'ailleurs créé autant dans les domaines de la peinture, de la construction tridimensionnelle, du textile et de la conception de vêtements que ceux de la poésie et de la rédaction d'artistes pour les journaux contemporains. Elle se rapproche du mouvement futuriste russe et se lie d'amitié avec Velemir Kleminov et d'Alexei Kroutchenik, qu'elle épouse dans la même année. Elle va illustrer des livres et elle sera l'unique artiste de l'avant-garde russe à se dédier à l'illustration de livres. Elle rejoint le suprématisme en 1916 et sous l'impulsion de Malevitch développe un style de peinture qui confine à l'abstraction. Elle fait une expérience communautaire artistique du village ukrainien de Verbovska, initiée par Natalia Davidovna et Nina Genke-Meller. Qu'est-ce que c'est un projet communautaire du village ukrainien de Verbovska. Mais là, c'est le village, juste le lien. Si tu le mets sur Verbovska, c'est juste... Ah non, coopérative d'artisans et d'artistes en art décoratif établie dans le village du même nom par David. C'est intéressant, ça. C'est un syndicat. C'est un syndicat. Alors apparemment, on a déjà ouvert Natalia Davidovna. Ah non, c'est quand c'est comme ça veut dire qu'il n'y a pas de ressources, c'est ça là. Ouais. C'est qu'il y a très peu de choses. Ok. Inexistantes même, ils disent. Mais en tout cas, cette personne existe. Je pense le nom, on va le garder quand même. Je viens d'ouvrir, hein, Nina? Non. Non, c'est Nina Genk. Ok. Ok, intéressant ce projet. Et... Ah, tu voulais continuer peut-être à Bah dire? oui. En fait, elles sont dans une série de compositions dont est issue, entre autres, la célèbre composition La Raie verte, travaux qui anticipent l'expressionnisme abstrait. Elle meurt des suites d'une diphtérie en 1918. Bah, alors là, ce qui va être compliqué, c'est qu'on n'a absolument pas de date d'exposition. Donc voilà, il va falloir se référer à autre chose. On a sa première œuvre 1900... Enfin, la première œuvre qu'on voit, 1910. Ok. Portrait de ma sœur. Ah, c'est quand même des évolutions radicales dans leur peinture. C'est l'époque, hein. C'est l'époque où tout change d'un coup. Okay. C'est marrant parce que là, il y a un petit... On dirait, je sais pas si on voit bien, mais il y a un effet passé là, sur la peinture. Ah, La Raie verte, fameuse peinture apparemment. Ah là là. Quel humour. Il n'y a que toi qui rigole.
Bon, bref, du coup, attends, parce que là, qu'est-ce qu'il y avait écrit au-dessus, là? Dans les liens, bibliographie. Tu m'as pas laissé regarder. Je suis en train de regarder les liens bibliographiques aussi. Œuvre, référence, bibliographie, lien externe. Eh bien, c'est très intéressant. Du coup, on n'a pas d'infos. Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Mais moi, j'ai ouvert un truc là, c'était Wikimedia. Je crois que c'est ça, Olga, c'est ça, Rosanova. Je vais l'approcher de notre page Wikipédia parce que c'est plus simple. Et regarder un peu encore ses œuvres, histoire d'eux. Il y a des photos en plus. Donc là, il est marqué en dessous. C'est avec Malevich. Ouais. At the Last Futurist Exhibition of Painting. Donc 1915. C'est la première fois que je vois Malevich de portrait, je crois. Moi aussi, je crois aussi. Elle était jeune, non, comparée aux deux personnes. Bah en fait, elle est morte pas très vieille non plus, hein, donc. Ah, ça, c'est du. Comment ça s'appelle Labor Boy, ça s'appelle. C'est un. Comment ça s'appelle les trucs que Man Ray faisait, là, aussi. Comment ça s'appelle, je m'en rappelle plus. Les photogrammes. J'adore les effets de photos comme ça, hein. Je trouve ça fou. C'est pas très compliqué, hein, mais c'est tellement bien. Tu vois, genre, ça fait un peu vraiment. Enfin, après, c'est la date aussi. Ça fait un peu vieux, mort. Non, je pensais à fantomatique en fait, surtout comme ça. Mais voilà. Ça fait un peu futuriste, hein, malgré tout, tu vois. Genre, les mouvements, ils sont là en fait, mais bon. C'est cool, hein, il y a des trucs marrants. Fun. Ok. Du coup, on n'a toujours pas. on n'a toujours pas sa date date de travail. Ah, attends, il y avait écrit exposition. Peut-être on l'a sauté. Oui, en fait, il y a un moment où ça parle de la première fois où elle illustre des livres. Ça peut être intéressant parce que c'est ça qui l'a définie en tant qu'unique artiste de l'avant-garde russe à se dédier à l'illustration de livres. Ensuite, elle rejoint le suprématisme, mais elle se rapproche du courant en 1912. Donc, du coup, potentiellement, on pourrait le statuer sur 1913, quoi. Ben, je crois qu'on va être obligé, hein, parce que. Bon, alors je tiens à préciser, ça s'entend aussi un peu, on commence à fatiguer. Normalement, d'ici 15 minutes, on termine le live, stream, live, en direct. Du coup, on continuera plus tard. On va noter malgré tout les dernières qu'on a notées pour pouvoir avancer un peu. Et du coup, là, on est à Olga Rosanova. Hop, hop. Et du coup, 1913, on avait dit. Alors moi, je suis en train de planer avec Eliane Radig, là, d'une oreille, c'est dur. Je sais pas pour vous, hein. On entend, je pense, un peu bas, mais c'est suffisant. Olga Rosanova, 1913, toujours pas 1911, hein. On aurait pu, ça aurait pu être cool. Ça aurait pu être cool. Est-ce qu'on se ferait pas, avant de terminer... Alors, il reste 15 minutes quand même. Hein. Ah oui, pardon. Non, mais je voudrais bien qu'on regarde qu'est-ce qui reste d'ouvert, en fait, dans nos trucs. Bah, il y en a plein encore, donc on va faire un tour. Hein. On n'a pas fini, hein, de toute façon. Là, on continue dans notre sens. Il y a plein de trucs que j'ai ouverts là récemment qui sont les nouvelles qu'on vient d'arriver, qui viennent d'arriver plutôt. Nina Genk, voilà. Bon, ah oui, alors elle est liée. Elle est avant-garde suprématiste, designer, graphiste et scénographe. Donc elle est
diplômée du gymnasium privé à Kiev, enseigne la langue et l'histoire russe. Je peux la dire géographie. gymnasium, hein. Gymnasium. C'est aussi un terme qu'on peut dire Non. en français. Ah, elle reçoit une éducation artistique à l'atelier d'Alexandra Exter à Kiev. Ah. Et elle est son assistante de 1915 à 1917. Elle travaille au village coopératif d'artistes populaires Verbovka, donc on a vu tout à l'heure. Oui. Et elle est étroitement liée avec le groupe Supremus, dirigé par Kazimir Malevich et le fondateur du suprématisme. En 1915, elle dirige le village de Verbovka et y attire de nombreux artistes d'avant-garde, tels que Kazimir Malevich, Nadezhda Udatlova. Est-ce qu'on l'a ouvert, Nadezhda Udatlova? Oui, je crois qu'elle est juste à côté. Là. Elle est juste après, ouais. Oui, c'est bon. Donc Alexandra Exter, Ivan Klioun, Ivan Pouni, Lyubov Popova qu'on a vu tout à l'heure, Olga Rozanova qu'on a vu tout à l'heure, et Ksenia, qui est une femme aussi. Qui est une femme morte. Bah oui, non mais d'accord, mais c'est... Non, je sais, non mais c'est parce que... Comme la plupart des gens qu'on croise actuellement, tu vois. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, après, c'est là où on voit la fatigue. C'est pour ça que je l'avais annoncé avant. Là, il nous reste 15 minutes pile, normalement, pour faire du 2 heures pile. Mais on peut s'arrêter avant. Non, mais... du coup, elle participe, après la Révolution russe, avec Alexandra Exter et Kliment Rodko, à la décoration des rues de Kiev et d'Odessa pour les festivités de la Révolution, et collabore à la conception de spectacles grandioses, et s'occupe du graphisme d'un livre. Et ben regarde, elle est l'artiste principale de la maison d'édition futuriste Gulfstream, dirigée par le poète futuriste ukrainien Mikhail Semenko. Ça peut être intéressant, une revue d'édition futuriste. Pour un jour, mais pas pour tout de suite. Alors, je rappelle que la dernière fois, on s'est interdit de lire le manifeste futuriste. Oui, c'est vrai. Mais pour italien. Oui, mais le futurisme, à la base, toujours le même manifeste. Hein. C'est vrai. Et le problème, c'est que c'est un peu slash nazi, slash point Godwin. Ah, excusez-moi, j'ai dit trop en avance. Slash nazi, fasciste, viriliste, masculiniste, tout ce qui est la joie de le revoir actuellement de notre époque, mais du coup, de toute façon, on va devoir en parler, on va devoir aussi le traiter, et je pense que peut-être qu'on peut le traiter par la maison d'édition, mais je pense que faut faire attention. Déjà qu'on a pas mal de gens là, qui sont du milieu de l'art, ou qu'on peut voir là actuellement avec les femmes peintres. C'est pas très divers, quoi. Donc on va essayer quand même de faire un peu plus de diversité, ça serait cool des fois aussi. Bon, après, juste pour finir avec elle, elle fait aussi de la scénographie, elle dessine des croquis pour une usine de papier peint. Voilà. Donc elle a fait des choses assez diverses. Il n'y a pas de Wikimedia. Bon. Est-ce qu'il y a une date d'activité du coup? Parce que c'est ça surtout le truc. Est-ce qu'on commence par exemple au moment où elle dirige, ou au moment où elle travaille au village... non, c'est la même époque, c'est le même truc. Elle reçoit une éducation artistique. Donc ça, l'assistante, est-ce qu'on commence avec l'assistana? C'est pas ce qu'on a fait jusque-là. L'assistana d'Alexandra Aster. C'est pas n'importe qui non plus, c'est d'une peintre. Donc potentiellement, elle aurait pu faire l'aider à la conception, tu vois. Sachant qu'en plus, elle fait beaucoup de conception, du coup, on le voit après. Après, il y a aussi, elle dirige le village en 1915 et attire de nombreux artistes avant-garde, machin. Donc là, elle construit aussi une filiation avec d'autres artistes à ce moment-là. Oui, mais c'est pas la monstration. C'est pas l'activité monstrative. Non. Mais après, comme on était parti aussi au début. Ou sinon, on prend le moment où elle a décoré les rues de Kiev et d'Odessa parce que c'était quelque chose de du coup public. C'est encore voilà. Donc, pour les festivités de la Révolution, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, mais c'est pas. Il y a quand même 2 ans de différence. Quand tu diriges le village et que tu attires, la direction, c'est pas forcément. Parce que après, tu vois, c'est pareil. C'est une direction artistique. Si c'est une direction artistique, comme on a vu tout à l'heure que c'était coopérative d'artisans. C'est ça aussi l'activité. Oui. Là, c'est une activité particulière parce qu'on parle de designeuse.
graphiste, scénographe, voilà, qui était à l'avant-garde du suprématiste. Donc tout ce qui est écrit en haut, je viens d'exactement de relire. Et du coup, ce qui est là, c'est des rapports de conception. Normalement, c'est la première conception, du coup. Celle qui est la première monstration, c'est la première conception, celle qui est la plus distribuée. Diriger un village de syndicats d'artistes et d'artisans et pour ramener des avant-gardistes, en vrai, ça devrait rentrer dans un rapport d'activité. Moi, je pense que oui. Hein. Oui, je suis d'accord, en fait. Oui, mais t'es revenu sur la révolution d'octobre. Non, mais je suis d'accord avec 1915, moi, du coup. Après, c'est peut-être, tu vois, on va regarder la frise. Ça se trouve que 1917 n'existe pas et que 1915 est déjà plein. Mais on va pas jouer comme ça. Donc, 1915, il y avait Lyubov Popova. Donc, en fait, c'est normal. C'est normal. Je pense qu'elles avaient à peu près le même âge en plus à ce moment-là. Par contre, tu sais qu'on entend énormément de bruit en fait quand tu touches des choses aux alentours. Si tu veux noter quelque chose, tu peux le noter d'une autre manière. Avec ton téléphone. Oui, parce qu'on a un micro qui est quand même proche de nous. Quand je parlais des policiers tout à l'heure, ils étaient loin de nous, heureusement. Mais voilà, il faut faire attention au bruit qu'on fait. Je sais que on va se noter, et là par exemple, moi aussi j'ai envie de noter Nina Genke pour pouvoir checker un peu plus de mon côté, et je pense que je vous invite aussi à le faire de votre côté. Nibbler le fait aussi pour s'intéresser à ce syndicat d'artistes et d'artisans. Absolument pas, c'est tellement faux. Voilà. Mais il faut s'intéresser aux syndicats d'artistes et d'artisans. Je vous invite du coup à vous syndiquer si vous êtes artiste. Syndiquez-vous. Voilà, exactement. C'est important, au moins pour pouvoir rencontrer du monde et pouvoir parler de vos œuvres, de vos conceptions du monde aussi, potentiellement, votre politique. Tout ça. 1915, hop, on va l'augmenter. Je le mets au-dessus. S'il vous plaît, monsieur. Oui, merci. Madame, tout de suite. Hop. Et du coup, Alexandra Exter, on l'a mis en début 1900. Il y a tout le monde qui arrive après, je crois. Ouais, bah en même temps, s'il y a eu un truc comme ça, communautaire, village coopératif, machin, qui a été fondé, je pense que ça a embrassé pas mal de monde. Oui, bah c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on note les autres, hein. Je pense que ça va être nécessaire. C'est pour ça qu'on a ouvert, justement, vous l'avez remarqué, hein, dès qu'on tombe sur une femme artiste, on essaye de voir qui c'est, pour notre propre apprentissage, notre propre culture, etc. Mais aussi pour pouvoir voir ce qui s'est passé. D'ailleurs, on va regarder un peu du Nina Genke. Je pense que là, on va finir sur ça, malheureusement, mais je pensais qu'on a pris quand même 15 minutes sur sa fiche Wikipédia. Mais du coup, on va regarder quand même ses œuvres. Et du coup, peut-être en parler un petit peu. Il y a un livre sur elle aussi, Nina Genke Meller. Bah, en général, c'est ça qui est bien aussi, c'est que les designers font attention à leurs potes designers. Ils ont tendance à éditer. C'est des éditeurs aussi. Donc il y a une œuvre de Alexandra Exter aussi en bas, qu'on avait déjà vue. Ouais, c'est celle-ci. Qu'on avait parlé justement du Bauhaus à ce moment-là. D'ailleurs, je vais enlever la frise parce que je vois que la frise est là. Donc voilà, c'est un peu mieux. Ça, c'était Alexandra Exter. Donc j'imagine que Nina Genke, c'est cette dame-là. Selfie à l'époque. Et du coup, on peut voir certaines œuvres. Il y a des œuvres textiles, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est textile d'ailleurs. On dirait du point. Alors tu vas pas préciser le point quand même. Non, mais on dirait. Mais je pense que c'est un effet de la photo parce que ça ressemble aux œuvres, tu sais, de l'artiste qu'on avait trouvé qui faisait justement des lancers comme ça. On va regarder Wikidata. Je l'ai ouvert 2 fois. Et là, on voit le double clic. Ah, excusez-moi, c'est pas vous, madame. Suprématif composition. Alors on va zoomer en même temps. On va faire tout. Ah, j'aurais dû faire ça depuis le début. Je vois qu'il n'y a pas de cadre du tout. Ah non, mais ça a cassé tout mon truc. Pardon. Oui, c'est ça. Alors on va zoomer. Ah non, je peux pas zoomer. Non, mais c'est du textile. Hein. Il y a alors soit c'est du textile, soit elle est très forte à faire des ombres. Ça ressemble à ça. Hein. Alors là, j'ai l'impression qu'on a ouvert trop de choses. C'est
trop grand, monsieur. Oui, voilà. Mais... Oh Wikidata, monsieur. Non, je pense que c'est un effet de photo. Ah, c'est peut-être même la toile, tout simplement. Hmm. Peut-être des ajouts de toile. Mais il y a des fibres différentes, enfin, c'est ça que Oui, je veux dire. oui, il y a une texture Il n'y a pas écrit en bas. différente. Composition, Westpublech, non, non, non. Après, c'est écrit en cyrillique. Donc, c'est des noms de gens. C'est pas la matière. C'est dommage que. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir ça. Ok. Alors revenons sur Nida Genke. Hop. Bah, il y a son portrait là, avec la toile derrière. Sur Pinterest. Ouais, enfin, on va pas ouvrir, mais. Oui, parce qu'après Pinterest a tendance à te demander à chaque fois qu'on se connecte. Mais ça, c'est que du Nida Genke du coup. Non, il y a Vladimir Ouais, bon, Meller. alors, du coup, on va revenir ici. Je vais faire proposer un peu plus de détails. Peut-être que on va rajouter ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, bah il y a Et là, on retrouve son arrêt en fait avec Meller. C'est ça le problème. Mm, Mmh. Ouais. Avant-garde aventure. Peut-être qu'on. En tout cas, il y a des publications de son travail. Ça a l'air pas mal aussi. Nina Vetrova Robinson. Je vais noter ça dans notre note. Bon. Je pense qu'on arrive à la fin. Ça sent la fatigue. En plus, j'entends aussi Eliane Radig nous dire Allez vous coucher. que ça a changé d'album d'ailleurs depuis 7 minutes. Donc du coup, on n'a même pas fait attention à ça. Voilà, donc l'idée c'est que là par exemple je vais juste mettre à jour le nom et ses triptyques de Eliane Radig et on va quitter maintenant. Le mieux ce serait qu'on s'arrête là, on fait un topo de ce qu'on a vu. Je pense qu'on aura le temps et on aura du coup c'est triptyque d'ailleurs, ouais. C'est pas de triptyque. Et que on aura le temps de pouvoir tout checker ensemble pour voir justement euh, si tout ce qui reste, parce qu'il y a tous les mouvements là qu'on n'a pas mis, donc tous les mouvements cubo-futurisme, futurisme, suprématisme, primitivisme, Rayonnisme. tout ça on les a pas mis. Et le truc c'est que ça va aussi chambouler un peu la frise. Comme j'ai dit la semaine dernière, je pense que les mouvements on peut le faire en dehors du live, comme ça on se focalise uniquement sur les artistes féminines, femmes plus. Du coup, et qu'on puisse justement passer plus de temps sur les fiches Wikipédia pour pouvoir checker, regarder leur œuvre, etc. Donc je remets la frise. Du coup, est-ce qu'on l'a ajouté Nina Genke, on l'a mis en 1915. C'est bon. Voilà. Donc je remets la frise, du coup, je l'ai remis, je zoome, et on va faire un check-up de tout ce qu'on a rajouté. Je crois qu'on a rajouté que de 1900 depuis... Oui, on est resté dans la même période. On a rajouté Olga Markova-Myrson. Et Natalia Goncharova, on l'avait fait. On l'avait déjà fait. On a vu quasiment que de la peinture, à part... non, ça on n'a rien rajouté. Là non plus. Marivna Vorobev. Non, c'était Hélène Oettingen. Ouais. Shana Orloff. Et Olga Rosanova. Donc Shana Orloff qui était la sculptrice, qui est que la deuxième sculptrice qu'on a dans la frise au final. Donc Olga Rosanova, Lyubov Popova, Nina Genke. Ça c'est on l'avait déjà. Et on fait on a fait 3 ans. On a fait un ratio de 6 artistes sur 2 heures, ce qui fait un bon calcul de... Ouais. Alors sachant que là on tombe vraiment, comme on l'a déjà dit, mais comme on a fait des clics dans des pages, on commence vraiment à avoir entre guillemets une famille artistique qui se
qui est beaucoup plus précise que sur les autres moments où on a vu un petit peu ce phénomène-là pour le... j'arrive plus à parler. Pour l'art abstrait, peut-être. Non, l'impressionnisme, où on avait trouvé plusieurs... On n'a pas surpoussé du Non, on n'a pas super poussé, mais on a trouvé 3 artistes. Enfin, on y a passé quand même un peu de temps où on a vu qu'elles s'étaient croisées, machin. Donc voilà, mais disons que je pense que la période aussi a fait que y a plus de femmes. Enfin, en vrai, on est... si tu peux remettre la période qu'on a complétée... Attends, je fais un petit slide. Ah, pardon. Un petit slide pour faire un topo de tout ce qu'on a fait déjà pour l'instant. Si jamais on perd la frise au cas où, ça peut être intéressant d'avoir quand même une sauvegarde visuelle. Oui, donc du coup, on arrive là à l'époque où on a rajouté, du coup. Qu'est-ce que tu voulais qu'on regarde? Non, je voulais regarder aussi... parce qu'en fait, la période des avant-gardes, là, il y en a certaines qui sont un petit peu tôt, enfin 1910, 1912, c'est pas encore, mais quand on arrive à 1914, entre 1914 et 1918, on est concrètement dans un moment où il y a aussi, enfin, je sais pas si c'est dans le monde entier comme ça, mais en tout cas, il y a plus de place aussi pour des femmes... qui font de l'artisanat, qui font du design et tout ça, parce que accessoirement il y a beaucoup d'hommes qui sont allés sur le front. Parce que le droit des femmes aussi c'est libéré. Et le droit des femmes, mais il y a eu aussi ça. Donc je pense que après, croisé avec l'histoire et l'évolution aussi des mœurs et tout ça, ça a laissé plus de place aux femmes artistes aussi de s'exprimer dans une diversité artistique et de pas rester dans des carcans de la nature morte, le portrait, etc., qui étaient plus des manières de faire un peu classiques qui étaient apprises un peu de manière traditionnelle et que les femmes, on les laissait répéter aussi ça. Je pense que déjà c'était difficile dans les avant-gardes pour certains hommes de faire accepter la nouveauté picturale, donc je pense qu'à fortiori quand on était une femme à cette époque-là, ça devait être un petit peu plus difficile, mais bon. En même temps, là, voilà, ce biais de prendre que les femmes artistes, d'un seul coup, on a l'impression qu'effectivement, il y en avait plein. Mais sauf que, bon, en vrai, pour, je pense, 5 noms qu'on a mis sur la frise, il y a 40 artistes mecs, quoi. Bah ça c'est la grande question, on verra. On sait pas trop. On verra ça de toute façon si jamais on doit faire la version homme, mais je pense on va pas la faire. Elle est déjà faite 15 bah là, fois. Puis on va passer coup, 56 ans. Du coup, je pense qu'on va pas faire de différenciation de toute façon, mais l'idée c'est surtout de voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a et de rajouter au fur et à mesure. Déjà c'est intéressant déjà qu'on le fasse. Moi j'apprends plein de trucs sur les avant-gardes. Tu parlais des avant-gardes spécifiquement, mais les avant-gardes c'était un peu tout le temps, donc je pense que là on parle surtout des femmes qui ont commencé un mouvement réellement, et je pense qu'on va y arriver au fur et à mesure, parce que là on les avant-gardes c'est le nom global qui est donné à tous les mouvements dans les années dans la période 1910-1930 quoi. C'est un peu... Oui, aujourd'hui, on parle moins d'avant-garde, mais c'était tous ces mouvements qui étaient... qui essayaient de repousser les canons picturaux traditionnels et qui les portaient plus loin. Et donc, du coup, c'était... ce qu'on appelle l'avant-garde, clairement, tout ce qu'on a traversé... le cubisme, le futurisme, tout ça, c'est des mouvements d'avant-garde. D'ailleurs, il y a même le... considéré comme avant-garde, mais je pense que c'est Alors, moi, je suis pas d'accord exactement avec la manière dont tu le définis, mais je comprends ce que tu veux dire. Pour moi, c'est aussi un terme pour désigner des gens. Oui, c'est ça. Mais t'as le classique. En gros, t'as l'art classique à une époque, et l'avant-garde, c'est tout ce qui est pas dans
Non, qui rentre pas dans ça le sort des truc carcans, classique. quoi. C'est ça que tu veux Oui, dire. c'est ça. Oui, c'est ça. Sortir des carcans, ça veut pas dire être avant-garde. Pour moi, enfin, pour moi, ça n'a pas le même sens. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est comme ça qu'on l'a défini aussi en France. Du coup, euh, voilà, donc on a eu un manque de ressources sur Angelina Petrova-Belov. Ce qui est nécessaire, si jamais vous avez des ressources, vous, faites tourner. Je pense qu'on va commencer à mettre en place des choses qui permettent de nous retrouver ailleurs qu'en live. De pouvoir justement interagir les uns avec les autres de façon à ce qu'on puisse faire tourner les choses. Bien entendu, vous trouverez ça dans la suite de la semaine prochaine, de Chronologie des femmes artistes. Il y a peut-être que ça va être mis en place pour dimanche, mais dimanche n'a rien à voir avec la chronologie des femmes artistes. C'est le chip stream. Vous avez dû voir qu'on a une super qualité de fou, et que le chip stream essaye justement de jouer sur cette super qualité de fou de 480p. Hein, je rappelle, un petit rappel à YouTube des années 2000. Et, et du coup, de pouvoir justement nous amuser à faire autre chose. Bah, c'est notamment dans le chip stream que tu as commencé à mettre en place la petite caméra interactive Oui, qu'on sur voit là le côté. actuellement, qui est ma représentation de mes bêtises. Et sur la chronologie des femmes artistes, à côté de Nibbler. De la caméra de 13 bis, il y a moi, Nibbler. Voilà, donc du coup... qui n'est pas là pendant le chip stream. qui disparaît pendant le chip stream, mais qui est présente du coup pendant notre chronologie des femmes artistes. C'est là aussi où tu testes des jeux. Je fais des tests de son pour embêter Twitch. Je fais des tests de jeux pour ramener du monde si jamais il y a besoin pour la chronologie des femmes artistes. La dernière fois, on avait fait un petit topo sur comment optimiser rapidement un stream pourri et éviter d'envoyer du flux lourd constant. Donc la caméra en fait partie. Là, c'est une image, c'est un GIF, c'est très léger. Voilà. Tout ce que je pense qu'on peut vous dire juste très simplement à la semaine prochaine. On essaye toujours de sauvegarder les épisodes de chronologie des femmes artistes, de façon à ce que chaque fois qu'on sort le live, il y a un temps donné, parce que Twitch nous impose un jour pour les replays. Et donc du coup, nous, on n'aime pas trop ça. Et du coup, on va peut-être essayer de trouver aussi un autre moyen de le faire. Donc la grande question de la semaine dernière, c'était justement PeerTube ou YouTube, ce qui était dans le chip stream, je crois, là, comme discussion. Peut-être aussi dans Chronologie des femmes artistes, je ne me rappelle plus. Mais l'idée, c'était justement de pouvoir savoir à quel endroit on remet les choses, de façon à ce que ce soit accessible à tous et à toutes. Voilà. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des news de Angelina Petrova-Belov, on aimerait bien en avoir. Et on se retrouve la semaine prochaine sans aucun souci. À la semaine prochaine.